Alors, la première rencontre, comme vous l'avez peut-être lu sur le programme, est organisée en partenariat avec l'Institut de recherche de la FSU, que certains connaissent, peut-être d'autres moins, mais j'imagine que peut-être Christine Edelmès dira deux mots sur donc l'Institut. Voilà, donc l'espace débat du village libre, effectivement, nous organisons à la fois des rencontres à partir des bouquins, des livres et donc du propos des auteurs, et puis aussi donc un certain nombre d'autres débats en partenariat avec soit des éditeurs, soit des revues, des fondations qui sont présentes à côté. Donc c'est le cas de l'Institut de recherche qui est de la FSU qui a un espace, un centre à côté dans l'espace éditeur. Voilà, donc c'est un peu le principe. Alors, on va démarrer, peut-être pas au complet, mais on va démarrer. De quoi je me mêle, moi, de quoi je me mêle? Je vais parler de neuropédagogie alors que je ne suis pas enseignante. L'auteur Philippe Champy va parler de neuropédagogie d'un point de vue extérieur. Et du coup, là tout de suite, on était prévu d'avoir un seul enseignant sur les 3 personnes ici. Et on en a même 0 à la fin. C'est pourquoi il était prévu au milieu de l'intervention de donner la parole à la salle pour que vous puissiez intervenir de par votre expérience d'enseignant, de parents, d'étudiants, de citoyens. Donc, de quoi je me mêle? Eh bien, moi je suis Christine Edelmess, je suis membre de l'Institut de recherche de la FSU, FSU, Fédération syndicale unitaire, qui fédère des syndicats de la fonction publique, dont notamment majoritairement au niveau d'adhérents des syndicats enseignants. C'est un institut qui est adossé à la FSU, Fédération des syndicats unitaires. De où je parle? Je suis chercheuse, je suis informaticienne et je suis syndicaliste et je suis membre de l'institut dans ce qu'on appelle le chantier travail et syndicalisme. Et plus précisément, mes recherches concernent ce que le numérique fait au travail au sens de l'activité. Donc, je vous ai dit que le débat a été longtemps reformaté. Au début, il était prévu qu'intervienne Evelyne Bechtel-Rognon, qui était la présidente de l'Institut de recherche de la FSU. Donc, je vous présente tout de suite le livre. Son livre récent, ça s'appelle « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ? En finir avec le nouveau management public », qui faisait suite à son précédent livre sur le nouveau management public qui s'appelait « Manager ou servir ». Tout de suite, j'extrais un bout de son ancien bouquin parce que je pense que c'est important de poser le cas tout de suite. Ce qu'elle disait, c'est ce qui est intéressant avec le nouveau management public et ce qui nous donne une clé de résistance et de combat, c'est qu'il fait constamment le contraire de ce qu'il dit. Donc, au final, ça nous met tous, et les enseignants bien sûr inclus dedans, dans des situations paradoxales qui finissent par rendre fou, comme le disent par exemple Vincent de Gaulle-Jacques et Fabienne Annick dans leur livre sur le capitalisme paradoxal. Le deuxième petit livre aussi qu'on aurait pu présenter dans ce débat, c'est celui-ci, écrit par Michel Blais et Christian Laval. Michel Blais, membre du conseil scientifique de l'Institut, Christian Laval, membre du chantier néolibéralisme de l'Institut, qui s'appelle Neuropédagogie, le cerveau au centre de l'école, que vous trouverez aussi, comme le précédent, sur le stand de l'Institut de recherche de la FSU. Donc là, c'est plutôt une vision de sociologue, Christian Laval, et d'historien des sciences, Michel Blais. Enfin, je voulais aussi signaler tout de suite le numéro spécial de la revue de l'Institut qui s'appelle Regard croisé. C'était un dossier spécial sur les neurosciences, où vous pourrez retrouver aussi pas mal de discussions sur des angles qui vont être développés tout de suite. Donc voilà, donc le débat finalement devait tourner autour de 2 dispositifs intervenants sur l'école. Le dispositif de Erwan, je signale tout de suite, c'était ce qu'il a décrit dans son livre « Payer pour réussir »,
Il a décrit tout le marché qui tourne autour du soutien scolaire, genre Academia, etc. Donc si jamais il arrive en cours de débat, peut-être qu'il interviendra, ça va dépendre de l'heure. Et donc je vous répète qu'au milieu de l'intervention de Philippe, là, qui va pas rester comme seul intervenant, on donnera la parole à la salle. Donc commencez à préparer ce que vous aimeriez dire sur le sujet de la pédagogie, des neurosciences, etc., des dispositifs extérieurs, du point de vue de votre expérience. Voilà, donc je vais commencer finalement l'auteur qui reste, merci Philippe, d'être arrivé à temps, d'avoir accepté de participer à ce débat. Donc Philippe Champy, il n'est pas non plus enseignant, mais il connaît très bien le milieu parce qu'il a été éditeur de manuels scolaires pendant une vingtaine d'années. Et auparavant, il était en poste d'ingénieur de recherche à l'INRP, Institut national de recherche pédagogique, qui s'appelle maintenant Institut français d'éducation. Voilà. Donc Philippe a notamment écrit ce livre qui s'appelle Vers une nouvelle guerre scolaire. C'est un livre qui a été beaucoup remarqué récemment. Beaucoup de personnes ont dit que c'était un livre important, qu'il est très bien, beaucoup documenté, très très fin dans l'analyse. Et donc on va commencer tout de suite par donner la parole à Philippe pour planter un peu le décor. Qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le milieu scolaire? Pourquoi et comment le ministre Jean-Michel Blanquer s'appuie-t-il sur les neurosciences? Et puis, bien sûr, si tu peux faire le lien avec le travail des enseignants, qu'on va, j'espère, bien commenter aussi. Je donne 15 minutes, et après on envoie la parole à la salle, et puis on continue. Merci. Merci d'abord à l'Institut de recherche de la FSU de m'avoir invité à prendre la parole ce matin devant une salle très remplie. Donc merci à vous aussi d'être présents. Effectivement, je ne suis pas enseignant. J'ai été éditeur et j'ai travaillé dans la recherche pédagogique tout au long de ma carrière. Maintenant, je suis un heureux retraité, ce qui m'a permis d'avoir le temps d'écrire ce livre, notamment. Alors, les neurosciences, je pourrais faire une première déclaration parce qu'en fait, depuis la sortie de mon livre, l'essentiel des questions, j'aborde beaucoup d'autres questions que les neurosciences dans ce livre, dont le sous-titre est « Quand les technocrates et les neuroscientifiques mettent la main sur l'éducation nationale ». Donc il n'y a pas que les neurosciences, il y a aussi ceux que j'appelle les technocrates. Ça rejoint certaines remarques et certaines présentations de livres de Christine, que vient de faire Christine. Donc, depuis la sortie du livre, en fait, on me pose essentiellement des questions autour de ces fameuses neurosciences. C'est vraiment le sujet d'actualité de la rentrée. Et ces neurosciences vont-elles révolutionner l'école? Qu'est-ce qu'elles apportent, etc., etc. Évidemment, moi je pense que c'est lié à deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a une visibilité médiatique des neurosciences importantes depuis quelque temps, disons. Les neuroscientifiques eux-mêmes, en tout cas certains, sont des vulgarisateurs extrêmement efficaces, présents partout, etc. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait que l'institution, à travers son ministre, a mis en avant ces neurosciences, notamment en créant, vous vous souvenez, en janvier 2018, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est présidé par un des plus prestigieux et connus neuroscientifiques français. Donc ces deux phénomènes font que, évidemment, en cette rentrée, on parle beaucoup de neurosciences. Alors, c'est un vaste sujet en fait. En 15 minutes d'aborder ça, c'est une véritable gageure. Et moi, ce que je voudrais dire, par rapport à toutes les critiques que je vais faire après, c'est que je ne suis pas contre les neurosciences. La question n'est pas une question d'être pour ou contre. Ça n'a aucun sens de poser le
débat, entre guillemets, de cette façon-là. C'est plus, pour moi, une façon d'essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que ces neurosciences, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter effectivement, c'est-à-dire comment elles fonctionnent déjà, dans quel domaine, dans quel secteur, quelle est en quelque sorte leur philosophie de travail. Ça c'est important, et là on peut faire déjà tout un tas de remarques nuancées par rapport au discours grand public qu'elle projette vers l'opinion publique, pour nuancer un peu l'espèce d'optimisme osons le dire, de scientisme qui ressort de ces vulgarisations grand public. Donc peut-être, je commencerai peut-être par quelques nuances comme ça, puis après on pourra échanger. Et puis il y a l'autre aspect, où là c'est pour moi un aspect que je développe davantage dans mon livre, c'est la critique de l'instrumentalisation politique par notre ministre actuel de l'Éducation nationale des neurosciences. C'est un autre sujet qui mérite aussi évidemment un examen. Donc en fait, il y a on pourrait dire, on peut démarrer le propos autour de c'est quoi ces neurosciences, comment comprendre leur apparition et surtout leur influence actuelle. Alors, d'abord, en général, ce que je remarque, moi, dans la vulgarisation qu'elles font, c'est qu'il y a une confusion qui s'installe petit à petit dans les esprits entre ce qui est neurosciences, au sens étroit du terme, et ce qui est science cognitive. Ces neurosciences ont une posture tellement, je dis dans le livre, impériale, qu'elle phagocyte un peu, elle met des étiquettes neuro à peu près à tous les champs de recherche qui concernent le comportement humain, qui concernent les interventions pratiques, etc. Tout devient neuro. En fait, quand on regarde concrètement les travaux des chercheurs, les neurosciences proprement dites, c'est quoi? C'est essentiellement l'observation d'individus isolés en laboratoire, à qui on fait faire des tâches et qu'on observe avec essentiellement un certain nombre d'appareillages, mais le plus connu c'est le fameux IRM fonctionnel. Donc évidemment on est dans une logique hors contexte, très déconnectée de la réalité, et ça concerne pas uniquement évidemment les élèves ou les jeunes, ça concerne aussi les nourrissons, les bébés, jusqu'aux personnes d'un âge très avancé, ça concerne tous les lésés cérébraux, ça concerne toute une population et tout un tas de recherches extrêmement pointues. Ça ne concerne pas que la cognition, que les aspects cognitifs, ça concerne tous les aspects de perception, etc. Et on essaie de comprendre les mécanismes cérébraux, donc dans tout un tas de contextes, mais très expérimental. Comme c'est des IRM, une machinerie énorme et très coûteuse, il y a un aspect qui, dans la vulgarisation, est rarement souligné, c'est que tout se passe essentiellement dans un univers biomédical. Hein, vous savez, nous, en tant que... Vous avez peut-être déjà vous-même, pour des raisons de santé, été passé un IRM, comme on dit, donc vous voyez bien dans quel cadre, souvent d'hôpital ou de centre de recherche médicale, en fait. Cet aspect-là est souvent absent des discours des neuroscientifiques quand ils parlent au grand public. Ils gomment un peu ce côté biomédical avec tout le contexte et la vision de la recherche que ça suppose, en fait. J'y reviendrai peut-être plus tard. Et donc, c'est à tort qu'on identifierait les neurosciences avec ce qui est le reste des sciences cognitives, puisque là on est dans une logique beaucoup plus multidisciplinaire, beaucoup plus déconnectée de l'aspect strictement biologique, et on va aller vers de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale cognitive, il y a tout l'aspect anthropologie, éthologie,
sociologie, etc., philosophie de la connaissance, etc., de très nombreuses disciplines, la linguistique, etc., qui permettent de mieux comprendre ce qu'est la cognition humaine, comment ça se passe, et puis aussi d'avoir des observations sur des réalités de terrain, des réalités, comment dire, un environnement ouvert, réel. C'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, ce qui se passe dans les classes, comment ça se passe concrètement. Et on observe pas uniquement un individu isolé, comme un petit Robinson qui fonctionne tout seul dans son coin, mais on va observer toutes les relations, les interrelations entre élèves, entre adultes et enfants, etc. Et plein d'autres aspects qui vont rentrer en ligne de compte. Donc là, on voit bien que prétendre que les neurosciences peuvent en quelque sorte absorber l'ensemble des connaissances sur l'enseigner et l'apprendre, c'est extrêmement réducteur. Donc il y a un problème de réductionnisme, ce qui me permet dans mon livre, je développe un peu toute une analyse sur la posture impériale à l'heure actuelle des sciences, des neurosciences, dans la façon avec laquelle un certain nombre de chercheurs essayent d'imposer en quelque sorte leur prééminence. Et ça concerne aussi, j'y reviendrai après, des aspects institutionnels, la chasse au budget, le fait en légitimant un style de recherche, eh bien on délégitime aussi tout un tas d'autres styles de recherche qu'on considère comme limite non scientifiques. Vous voyez, il y a tout un aspect de concurrence qui entre en ligne de compte, avec des effets à long terme qui peuvent être extrêmement négatifs pour tout un tas de pans de recherche. Mais il y a aussi pour moi des biais internes à la philosophie un peu qui est sous-jacente à un certain nombre de recherches de neurosciences. C'est ce que j'appelle le biais naturaliste, c'est-à-dire une vision extrêmement biologique et biologisante de la cognition. Ça se traduit par l'expression assez courante qu'on lit maintenant partout dans la presse, le cerveau apprend. C'est-à-dire on oublie que ce n'est pas le cerveau qui apprend, mais ce sont des êtres humains, des sujets humains qui collectivement ont appris à leur cerveau à apprendre en quelque sorte. Toutes les créations, l'écriture, toutes les créations, toutes artefactuelles, comme on dit quand on veut parler savant, des civilisations, comment dire, leur diversité, etc., montrent bien que cet aspect humain, disons, proprement humain et collectif, ne correspond pas à, comment dire, ne provient pas d'une sorte d'algorithme dans le cerveau. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et il y a des effets entre l'inné et l'acquis, on va dire, pour reprendre cette vieille polémique, qui sont beaucoup plus complexes, etc. Donc je ne développe pas, mais il y a pour moi un biais vraiment naturaliste qui est dangereux. La neurobiologie, on sait que ça peut développer des idées extrêmement, comment dire, réactionnaires et extrêmement contestables. L'autre biais, c'est un biais scientiste, c'est-à-dire c'est l'idée que, comment dire, alors là ça correspond à un autre aspect, et là on va venir au sujet de l'impact des neurosciences dans les pratiques enseignantes. Souvent, les neuroscientifiques expliquent que, en fait, les résultats de leur recherche sont quand même des hypothèses. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais un IRM aujourd'hui, il observe non pas le fonctionnement électrochimique des neurones, il observe une activité sanguine dans le cerveau qui est censée correspondre à cette activité de base. Et les observations les plus fines, c'est quelques millions de neurones qui sont observés à la fois. On est loin d'être au niveau du suivi extrêmement fin de chaque neurone, etc. Parce qu'il y en a entre 80 et 100 milliards, je ne sais plus. Donc, bon. Donc les outils d'observation sont encore relativement... ce que je dis là, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que les neuroscientifiques
explique, et il y a une course sans doute technologique d'ailleurs pour aller vers une observation plus fine du cerveau humain. Hein. Je crois qu'il y a certains animaux qui ont 40 neurones, où là, le système actuel permet d'observer le fonctionnement de chaque neurone, etc. Mais dans le cas humain, c'est impossible. Bref. Donc, tenant compte de ces limites méthodologiques, les meilleurs chercheurs signalent bien, comme d'ailleurs Stanislas Lem dans ses ouvrages, il dit bien que ce sont des hypothèses qui débouchent sur des constatations, disons, pratiques concernant des méthodes. Remarquons que, en fait, pour l'instant, ça concerne essentiellement les premiers apprentissages, donc maternelle, le début de l'élémentaire, et après, dans ses livres d'ailleurs, Stanislas Dehaene le dit lui-même, les neurosciences ne sont pas encore capables de comprendre la logique de la langue, les constructions mathématiques, etc. Donc sur ces domaines d'enseignement, ils n'ont rien à dire, parce que on ne sait pas comment ça marche dans le cerveau, en quelque sorte. C'est clairement dit. Donc c'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau scolaire, on va être dans un autre mode de conseil pratique. J'y reviendrai plus général, les fameuses fonctions exécutives, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour revenir aux aspects des premiers apprentissages, la vision, c'est de dire, bon, on a des hypothèses, par exemple en lecture, sur comment fonctionne le cerveau qui apprend à lire, hein, qui lit. On en déduit des méthodes, mais ce sont des hypothèses. Donc, on va faire des expérimentations. C'est là où, pour moi, le scientisme, au sens le biais scientiste, se traduit. Ces expérimentations, elles vont être faites sur le modèle du biomédical, c'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique. Hein. On va prendre un groupe témoin neutre, on va essayer de l'observer avec des paramètres, faire toute une statistique extrêmement fine, et cette méthodologie, elle a sa valeur, hein, je n'en remets pas en cause, mais voilà. Et puis on va prendre un autre groupe à qui on va faire des choses selon les indications, les hypothèses pratiques nées de ces observations neuro. Et on va regarder le résultat et on va comparer. Donc ça, c'est typiquement ce que font les labos pharmaceutiques quand ils testent en vraie grandeur des molécules, l'effet de molécules sur des gens. Il y a un groupe placebo, puis il y a un groupe qui va absorber la molécule proprement dite, et on va voir les effets sur pratique. On pourrait dire c'est super, voilà la science, c'est une science extrêmement cadrée sur le plan méthodologique, il y a un appareillage statistique très puissant, et en fait, si on y réfléchit bien quand même, c'est hyper empirique. Précisément, c'est bien parce qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne qu'on fait ces tests. Si on le savait, si la recherche fondamentale nous disait on sait exactement ce qui se passe dans tel domaine, il n'y aurait pas besoin de faire ce genre de tests. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'illogisme là, et il y a une sorte de scientisme. On va imposer ces méthodes, cette façon de faire dans les classes, et on va dire voilà, il faut faire tout le reste, toutes les expérimentations que vous avez menées vous-même, je parle de vous, les enseignants, que vous avez mené vous-même. Quand je dis vous, c'est pas uniquement chaque individu, je parle de façon collective. Ce que j'appelle moi les savoirs expérientiels, c'est-à-dire toute cette acquisition de longue durée, évolutif, de la pédagogie et de la didactique, tout ça finalement peut apparaître comme du bricolage. Et c'est là qu'intervient pour moi le problème de l'instrumentalisation des neurosciences, ou des sciences cognitives d'ailleurs, c'est dans l'idée que finalement, et c'est là que se pose la question politique, pourquoi finalement on recourt à cette instrumentalisation? En fait, si on entend le discours des hauts technocrates de l'éducation nationale, c'est parce qu'ils pensent que les enseignants, aujourd'hui,
sont défaillants. Ils n'arrêtent pas de dire que les résultats, vous voyez l'instrumentalisation de PISA, les résultats des évaluations internationales, montrent que finalement la France et donc l'école française ne marche pas bien pour un certain nombre de catégories d'élèves notamment, et qu'au fond, quelque part, si on regarde de très haut, c'est de la faute des enseignants qui n'utilisent pas les bonnes méthodes, qui ne savent pas faire réussir tous les élèves. Donc, il faut bien modifier ces méthodes. Comme on ne peut pas se fier, au fond, au système actuel, au fonctionnement institutionnel actuel, eh bien, on va imposer, on va proposer des méthodes scientifiques validées par la science, etc. Voilà. Donc, pour moi, une des raisons essentielles de cette instrumentalisation, c'est lié aussi à une volonté de mainmise sur le travail des enseignants, sur un plan didactique et pédagogique, notamment à l'école primaire, puisque ensuite, au fond, je ne pense pas que le ministre va signer des recommandations pédagogiques comme il vient de le faire pour la maternelle, ou le fameux livret orange pour la écriture au CP. Je ne pense pas qu'il va faire ça pour l'enseignement de la langue française au collège ou d'autres disciplines. Ça m'étonnerait qu'il aille à ce point de finesse, il va se ridiculiser s'il fait ça. Donc en fait, pour le prix, c'est essentiellement à ce niveau-là qu'il y a cette pression et cette instrumentalisation qui en fait revient, et c'est toute la première partie de mon livre, à attaquer ce que moi j'estime être, enfin ce que beaucoup de gens estiment être un des fondements de l'école de la République, l'école publique, républicaine et laïque, c'est-à-dire la liberté pédagogique des enseignants. Il faut revenir à cette notion fondamentale qui a été instaurée par Jules Ferry et Ferdinand Buisson dans les années 1880, de mon point de vue, parce que cette liberté pédagogique était une façon de reconnaître vraiment la responsabilité dans le collectif, dans le choix des outils, dans la façon de les faire évoluer, les manuels, mais pas que les manuels, les façons de faire, les façons d'enseigner, etc. C'est une façon de reconnaître que les enseignants ont une compétence et aussi donc, une responsabilité vis-à-vis de toute cette culture professionnelle. Or, à mon sens, actuellement, c'est un certain nombre de hauts technocrates, on peut dire néolibéraux, mais bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut les qualifier? En tout cas, qui sont très éloignés ou très défiants vis-à-vis de la réalité du système scolaire actuel, entendent donc reformater, on va dire, souvent d'ailleurs en faisant des économies budgétaires, le système. Voilà. En gros, voilà ce que je peux dire sur l'instrumentalisation des neurosciences actuelles. Bon. Donc j'entends que le milieu, l'école, le milieu enseignant est une espèce de paillasse expérimentale des neuroscientifiques au travers de la nomination de Stanislas Dehaene, tu l'as pas rappelé, Stanislas Dehaene comme président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et en fait, donc, on fait de l'école un milieu expérimental contre l'expérience des enseignants, dans un certain sens. Contre, ou en tout cas, pas forcément avec le milieu expérimental. Alors que, comme tu l'as dit, Stanislas Dehaene disait dans un de ses livres, soyons réalistes, nous sommes encore loin d'une neuroscience prescriptive. Toujours ces paradoxes, c'est en même temps. Et si je peux préciser, il y a une sorte de double discours, parce qu'il y a le mantra un petit peu « le cerveau apprend », comme une sorte de vérité qui s'impose à tous, et puis il y a l'autre développement en fait, d'un autre slogan, on pourrait dire, c'est « enseigner est une science », il le dit, « enseigner est une science ». Ce n'est pas un métier de la médiation que des adultes qui sont
des adultes, disons, sachants, les professionnels, les professeurs, les professionnels de l'éducation, ayant des compétences particulières, notamment en termes de savoir, et puis en termes de savoir-faire, d'accompagnement pédagogique des élèves, etc. On est dans une autre logique, beaucoup plus mécanique, on va dire, où, au fond, le métier, ça consiste à mettre des enfants individuellement dans une logique d'apprentissage réussi, sans autre réelle considération pour tous les autres aspects en termes de valeurs, en termes de comportement collectif, etc., qui font le quotidien en fait, de la vie scolaire. En fait. Est-ce qu'on peut vous passer la parole dans la salle? Est-ce que vous avez vos propres expériences actuelles dans ce cadre? Un micro qui... Ça marche? Oui, bonjour, je suis Rachel Schneider, je fais partie du secteur éducatif du SNUIPP FSU. Merci beaucoup Philippe Champy pour ce tableau-là qui fait beaucoup de bien à entendre parce que on vit quelque chose d'extrêmement dur en ce moment dans le premier degré, effectivement. Et on a un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui s'appuie notamment sur le grand public. Hein, il parle très régulièrement dans les médias au lieu de discuter avec les enseignants ou les représentants des enseignants. Et c'est vrai que dans le grand public, il y a quand même cette idée que la compréhension des mécanismes cérébraux, eh bien, ça va nous donner les clés de ce qu'il faut faire pour que les enfants apprennent mieux, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de confusion entre l'enfant et son cerveau. Hein, on oublie qu'en fait, les savoirs se construisent dans les interactions avec le travail des enseignants qui est pédagogique. Et la pédagogie, ça restera un art. Hein, bon. Donc je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste préciser qu'effectivement, cette instrumentalisation des neurosciences, elle est vraiment massive. Et je ne sais pas si tout le monde le mesure, mais en ce moment, à l'école, on est vraiment engagé, les enseignants du premier degré particulièrement, hein, avec et mon syndicat, le SNUIPP, on est vraiment engagé dans une lutte extrêmement violente. Enfin, on est en train de défendre un enjeu majeur en ce moment, qui est effectivement, on essaye de résister à la protocolisation de notre métier. C'est-à-dire que derrière les discours, Philippe Champy disait que les neuroscientifiques, même Dehaene, peut dire oui, les neurosciences ne maîtrisent pas tout, etc. Mais la réalité de ce qu'on vit à l'école en ce moment, c'est qu'on nous impose vraiment mais vraiment c'est un rouleau compresseur, on nous impose à marche forcée des guides, des manuels, des méthodes, des formations, enfin il y a vraiment une offensive majeure. Et notre principal problème, c'est que ça atteint un tel niveau que les collègues, les enseignants du premier degré, ne se sentent plus légitimes. Il y a un vrai souci de ce côté-là. Ils se sentent plus légitimes à construire leur travail, à construire leur pédagogie. Et je sais qu'on ne peut pas développer trop longuement, mais ce que je voulais dire, c'est que donc, au secteur éducatif du SNUIPP, je me suis beaucoup intéressée à cette question. Et en fait, quand on va chercher dans les recherches de Stanislas Dehaene, c'est incroyable parce qu'on trouve le contraire de ce qu'il affirme et de ce qu'il impose après en tant que président du conseil scientifique. Donc, je ne vais pas le développer, mais je le dis en deux mots, en deux phrases. Dans les neurones de la lecture, on trouve la démonstration qu'un cerveau de lecteur en train de lire se sert simultanément de deux voix, hein, une voix phonologique qui permet de lire à haute voix, d'oraliser, et une voix directe qui relie directement comment je dirais, le système visuel qui va repérer les signes graphiques, hein, les mots écrits, qui relie directement ces signes graphiques perçus à la région sémantique du cerveau, hein, qui permet la compréhension. Donc dans ces recherches, on voit qu'on aurait besoin à la fois de la phonologie pour oraliser et à la fois de toute la dimension visuelle, hein, qui
caractérise la langue écrite en fait. Et ensuite, en tant que président du conseil scientifique, on est face à un rouleau compresseur où il nous impose la seule syllabique, la seule entrée phonologique, faire des sons, faire des sons, faire des sons, sous prétexte bien sûr, et ça Christine le disait, dans le management actuel, hein, fait le contraire de ce qu'il dit, tu l'as dit, sous prétexte donc de lutter contre l'échec scolaire, eh bien il ne faut faire qu'une seule dimension de la lecture, alors que dans les recherches de Dehaene, on voit qu'il faudrait une entrée bien plus ouverte et bien plus complète que ce qu'il nous impose en ce moment. Donc je voulais juste vous dire ça, qu'on est dans une guerre vraiment très violente en ce moment dans le premier degré, avec des méthodes qu'on cherche à nous imposer, et qui passent par la délégitimation du métier d'enseignant dans le premier degré. On est vraiment dans un moment charnière par rapport au métier, mais je pense aussi par rapport à ce que deviendra l'école. Bonjour, donc moi je suis prof en lycée, prof de SES, et en fait ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que vous avez expliqué sur la délégitimation des savoirs expérientiels des profs. Ça c'est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on a des interactions avec les inspecteurs, alors pas forcément les inspecteurs mais plutôt la technocratie dans les rectorats, mais aussi on a vu ça dans le cadre de la refonte des programmes. Donc moi je suis membre par ailleurs d'une association de profs de SES qui s'appelle l'APSES, et donc on a été en fait associé à des consultations dans le cadre des programmes, et ce qui est frappant c'est qu'il y a une incapacité à entendre ce qui vient du terrain. En termes de faisabilité du programme, on répète toujours qu'on a des programmes qui sont beaucoup trop denses pour que les élèves les assimilent, qu'on puisse mettre en œuvre des méthodes qui permettent de les assimiler vraiment. Et il y a quelque chose qui n'est pas entendu. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des pistes sur la façon dont on pourrait justement essayer de construire davantage, de relégitimer cette expérience des enseignants, dans quel cadre ça peut se faire? Est-ce que vous voyez peut-être des brèches au sein de l'institution dans lesquelles ça pourrait se faire? Est-ce que ça doit se faire dans un cadre syndical, dans un cadre associatif, avec un partenariat avec le monde de la recherche? Parce que il me semble qu'il y a aussi peut-être quelque chose à repenser sur les ponts entre ce que font les enseignants dans les classes et la façon dont aussi les chercheurs qui travaillent sur l'éducation les perçoivent. Et peut-être penser des formes de recherche-action, je ne sais pas comment il faudra appeler ça, mixte, mais en tout cas pour que on fasse vraiment réémerger cette expérience, cette expertise des profs, et qu'il y ait une fécondation mutuelle en fait entre les travaux de sciences d'éducation au sens très large et les savoirs expérientiels des enseignants et des enseignantes. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Et on va prendre une première intervention, puis après on prendra la parole à Philippe Chanty pour conclure. Donner d'espoir. Bonjour à tous. Moi je suis principal d'un collège et la question que je me pose en fait en vous écoutant, c'est que donc en fait, vous contestez l'utilisation politique des neurosciences, voilà. Mais faut-il pour autant remettre en cause les neurosciences et peuvent-elles servir ou non à quelque chose dans l'éducation? Parce que je crois quand même que grâce aux neurosciences aujourd'hui, on comprend un peu mieux comment fonctionne le cerveau. Et les enseignants, dans leur formation, il y a tout un tas de choses qui leur manquent énormément, y compris pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent. Dans l'éducation nationale, on prend des enfants à 3 ans jusqu'à 25 ans. C'est pas les mêmes quand ils ont 3 ans, 4 ans, quand ils ont 12 ans, quand ils ont 18 ans. Et je trouve que les enseignants, souvent, bon, j'étais enseignant en lycée professionnel avant, ils sont un peu tout seuls face à ces questions-là, quoi. Et donc moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait, au contraire, utiliser ces neurosciences pour mieux donner aux enseignants les possibilités de répondre aux besoins des jeunes. Souvent, on les laisse un peu seuls, voilà. Juste une chose, l'être humain, il a quand même cette particularité que nous, quand on met les enfants au monde, par rapport à d'autres espèces animales, ils ne sont pas terminés, y compris au développement du cerveau. Aujourd'hui, on sait que le cerveau, il se construit jusqu'à 22-25 ans.
Donc quand on a en face de nous un gamin qui a 12 ou 13 ans, on ne peut pas réagir pareil si on pense qu'il est entre guillemets fini, ou si on pense qu'il peut encore énormément évoluer, à la fois dans ses modes d'apprentissage et comportementaux. Philippe, tu as 3 minutes pour conclure, peut-être 4. Alors j'ai 3 minutes, donc je ne vais pas pouvoir... 5. Alors, pour répondre rapidement, il n'y a pas que le cerveau qui se développe, le corps aussi, et c'est toute la vie. Le cerveau ne s'arrête pas à 25 ans, il continue. Les lésés cérébraux développent, enfin le cerveau se rééquilibre. J'ai pas le temps de développer, mais en fait cette vision d'un cerveau qui s'arrête, etc., elle est fausse. En fait, on le sait, les neuroscientifiques le disent. Donc il y a plein d'apports des neurosciences qui sont extrêmement utiles. Je ne suis pas là pour contester ça, sur la lecture, par exemple, on comprend mieux quand on connaît comment fonctionne la vision, pourquoi certains enfants ont du problème entre le P et le Q, ou le D et le B, parce qu'on sait qu'il y a c'est une partie de reconnaissance des visages avec la symétrie qui est très importante, qui pose un problème pour un certain nombre d'élèves, ça vient de là, etc. Donc on peut avoir comme ça des précisions très intéressantes, que par exemple, un auteur que j'aime bien, Roland Guagou, signale, il n'y a aucun problème, c'est pas le sujet de savoir si c'est bien ou mal, encore une fois. C'est une chose. Comme je dois aller vite, j'ai pas le temps de développer, mais peut-être c'est une chose. Je pense qu'il y a une double pression. La pression au niveau des enseignants du collège et du lycée par rapport aux neurosciences, elle est différente. Comme on n'a rien à dire sur les contenus de savoir et d'enseignement, la façon d'enseigner, on s'en tient à ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Comment gérer l'attention, comment mieux faire fonctionner la mémoire, des conseils diététiques, il faut bien manger, il faut bien dormir, etc., etc., qui touchent d'ailleurs beaucoup les parents, aussi évidemment. Et voilà, mais c'est, disons, les lieux communs de la pédagogie depuis 2 siècles au moins. Sur tous ces aspects, les psychologues du développement l'ont déjà souligné. Je veux dire, les neurosciences n'inventent rien là-dessus, elles ne font que faire croire. Elles remettent la main sur des savoirs déjà diffusés. Je pourrais vous donner plein d'exemples, comme la notion d'espace d'attention partagée qui est au cœur de la fonction pédagogique, en fait. Ça date des années 50, c'est Jérôme Brunner, c'est la révolution cognitive aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les neurosciences récentes. Et pourtant, à lire la vulgarisation qui est faite, on a l'impression que ça vient des années 90. En fait, non, on ne peut pas accepter ce genre de malhonnêteté intellectuelle liée à une volonté de puissance et de pouvoir. Je trouve qu'il... Et remarque que je fais, beaucoup de neurochercheurs s'opposent à l'instrumentalisation politique. Il faut le dire, tous ne sont pas partie prenante de l'opération. On peut citer celui qui, par exemple, a fait des déclarations publiques pour dire « j'ai refusé de me laisser instrumentaliser dans le conseil scientifique », c'est Olivier Houdet. Comme par hasard, un universitaire, un chercheur éminent, mais qui a été instituteur au début de sa carrière. Donc il sait ce que c'est, le vrai terrain. Lui, il n'est pas sorti directement de grandes écoles pour faire de la recherche et dire ensuite aux enseignants comment ils doivent enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et au primaire, entre autres, il y a aussi un risque majeur, et c'est là que je vais conclure là-dessus, c'est le risque de labellisation de vos ressources. Alors, là, pour moi, c'est une atteinte directe à la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, elle a été conçue, et à mon sens, c'est un élément qui peut peut-être fédérer, je ne sais plus qui demandait quels sont les mots d'ordre et comment résister à cette pression. Pour moi, le concept clé, c'est le concept de liberté pédagogique, c'est-à-dire liberté d'édition. On oublie souvent qu'en France, les républicains n'ont pas voulu créer une édition pédagogique d'État. Ils pensaient que c'était bloquer le progrès. C'était empêcher les enseignants d'innover avec des chercheurs, des universitaires, pas tout seuls dans leur coin évidemment. Et Ferdinand Buisson a des propos extrêmement clairs là-dessus. Alors il dit certes, il y aura peut-être des opérations commerciales, mais je fais confiance aux enseignants
pour qu'ils ne choisissent pas des mauvais produits, des mauvais manuels. S'ils le font collectivement, s'ils délibèrent, s'ils réfléchissent bien à leurs besoins et à ce qui marche, tout ce qui est, disons, aujourd'hui on dirait marketing commercial ne devrait même pas fonctionner, quoi. Ça devrait être éjecté comme de la mauvaise monnaie en circulation, vous voyez. Donc il ne faut pas oublier dans le paysage des acteurs de l'éducation, les éditeurs. Alors ils sont privés, certes, on peut dire oh là là, mais votre boulanger aussi, il est privé. Enfin, regardons la société dans son... C'est un élément, le fait l'édition, elle peut être aussi mutualisée, elle peut mutualiste. Enfin, il y a plein de formes possibles d'activité économique de type commercial qui ne soient pas strictement orientées dans une logique de profit. Donc ça, c'est peut-être... Moi, je suis étonné, par exemple, en tant qu'éditeur, de n'avoir jamais rencontré de maison d'édition de l'économie sociale et solidaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de création de maison. Pourquoi? Tiens, c'est marrant. Bon. Alors, il y a plein de formes possibles. Enfin bon, ça c'est pour parler sur... Revenons à la liberté pédagogique. Liberté d'édition, liberté de choix des enseignants, dans une logique collective, pas dans une logique individuelle. Cette idée, je fais ce que je veux dans mon coin, hein, peut-être c'est plus valable dans certains niveaux d'enseignement, peut-être dans l'enseignement secondaire. Vous savez, le prof qui veut absolument participer à rien, moi c'est ma liberté pédagogique. Non, c'est pas ça la liberté pédagogique. Ça doit se faire dans une logique collective. Alors est-ce que c'est au niveau... comment dire, dans les établissements, comment ça doit s'organiser? Est-ce qu'il y a les acteurs syndicaux, les collectifs, les associations de spécialistes ont leur rôle? Sans doute. Et bon, moi, c'est pas à moi de me donner des conseils là-dessus, évidemment. Et puis, l'autre facette que je rappelle dans mon livre, à partir des études d'un grand historien du manuel qui s'appelait Alain Chopin, qui, hélas, est décédé bien trop tôt, c'est la liberté d'utilisation. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai choisi collectivement telle ou telle méthode manuelle, papier, numérique, un mix de tout ça ou pas, peu importe. N'ayons pas une vision trop simpliste du manuel. Aujourd'hui, le manuel, c'est une multitude de formes et de... Hein, quand on parle de manuel, c'est tous les outils en fait utilisés par les enseignants. Liberté de choix, Jules Ferry dit bien, vous n'êtes pas servile de l'outil, c'est à vous, en fonction de votre contexte de classe, de vos élèves qui changent chaque année, de tout un tas d'éléments de votre expérience que vous allez accumuler, vous saurez ce qui marche mieux avec tel profil, etc. etc. Liberté, donc cette liberté qui a ces trois aspects, il faut la défendre contre toutes les manœuvres, pour moi, disons, de l'état actuel, qui visent vraiment à, effectivement, qui sont liberticides, n'ayons pas peur des grands mots. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à toute la salle, merci à Philippe Champy. Le débat continue, il continue sur le site de l'Institut de recherche de la FSU, au sein de l'Institut pour ceux qui veulent continuer à travailler, pour les chercheurs enseignants. Et tout de suite, Philippe Champy va dédicacer son livre sur la table qui est juste à côté, et ensuite plus tard, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup.